Un été, lors d'une croisière familiale, ma fille, Célia, a attendu seule pendant 3 heures sous un soleil de plomb. Le reste de la famille était parti en excursion privée sans elle. Ils ont agi comme si ce n'était pas grave. Alors elle a dit, ils tiendront leurs promesses. J'ai répondu, oui. Au dîner, toute la famille était en pleine panique. Nous l'avons trouvée près du bord du quai, serviette à la main, lunettes accrochées à un poignet, comme si elle avait oublié qu'elle les portait. Elle ne pleurait pas, et c'est ce qui rendait la scène encore pire. Mon mari, Daniel, l'a vue en premier. Célia a levé les yeux en entendant sa voix. Pas de course pour l'embrasser ni d'explosion d'émotion, juste un léger signe de tête, comme si elle confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Nous étions de retour et elle était toujours seule. Nous avons marché lentement vers elle au début, incertains de ce que nous voyions. Le soleil était brutal ce jour-là. Ses joues étaient rouges, ses cheveux collés à son front en boucles désordonnées. Elle était clairement là depuis un moment. « Où est tout le monde ?» ai-je demandé. « Ils sont partis » a-t-elle dit. Je n'ai pas compris. Ils sont déjà partis. Ils sont partis sans moi. Elle l'a dit comme si ce n'était pas surprenant, comme si elle s'était entraînée à le dire à voix haute pendant qu'elle attendait. Ont-ils donné ta place à quelqu'un d'autre a demandé Daniel. Célia a hoché la tête. Asher a fait une crise. Tu voulais y aller, a dit Tante Hill, donnant à Asher la place de Célia et disant à Célia d'être mature. Tante Hill est ma sœur, son fils Asher a 9 ans. Célia a 11 ans et elle parlait de cette excursion, plongée avec tuba, saut de falaise, excursion en bateau, depuis des semaines. Elle a dit que je pouvais lire ou utiliser mon téléphone, a ajouté Célia. Mais ma batterie était morte, alors j'ai juste attendu. Je l'ai regardée, le soleil dans ses yeux, la serviette autour de ses épaules, s'efforçant de ne pas avoir l'air petite. Ses lèvres étaient gercées, ses bras étaient roses à cause de la chaleur. Sa queue de cheval s'était affaissée à mi-dos. Elle était clairement là depuis un moment. Daniel n'a rien dit, il s'est juste tenu à mes côtés, très immobile, la mâchoire serrée comme il le fait quand il essaie de ne pas casser quelque chose. Elle ne m'a même pas demandé, a dit Célia doucement. Elle m'a juste dit de comprendre. Il y a eu une pause. Puis elle m'a regardé, pas en colère, même pas triste, juste fatiguée, et elle a dit, ça compte. Ils tiendront leurs promesses. Oui, ai-je dit. Je le ferai. Célia a souri. Génial. 3 heures plus tard, le groupe de discussion familiale a explosé et au dîner, tout le monde criait de panique. Les gens parlent de l'adoption comme si c'était juste un formulaire à remplir. On décide, on postule, et un jour on ramasse un enfant et on l'appelle famille. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé pour nous. J'ai passé 4 ans à essayer de tomber enceinte, 4 ans de vitamines et de tests d'ovulation et d'optimisme murmuré, 4 ans assise dans des salles d'attente, une main sur mon ventre comme si je pouvais faire en sorte que ça marche. Nous avons tout essayé, sauf abandonner. Vers la 2e année, j'ai commencé à faire des rêves récurrents où j'étais déjà mère pas enceinte, juste mère. L'enfant était toujours différent, parfois un tout petit, parfois plus âgé, parfois il me ressemblait, parfois non. Mais il m'appelait toujours « maman », comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je me réveillais en pleurant, puis je me levais et j'essayais de nouveau. La 4e année, nous étions assis dans le bureau d'une assistante sociale, parlant d'accueil en vue d'adoption. Elle nous a prévenu que ce ne serait pas facile, que cela pourrait prendre beaucoup de temps, qu'il n'y avait aucune garantie. Nous avons hoché la tête comme si nous comprenions, mais ce n'était pas le cas. Pas entièrement. Et puis il y a eu Célia. Elle est venue à nous à 6 ans, yeux bruns, boucles serrées, bras croisés sur la poitrine, comme si elle gardait quelque chose. La première nuit où elle a été chez nous, elle n'a pas parlé, même quand je lui ai offert de la glace. Elle m'a juste regardé comme si elle s'attendait déjà à être déçue. Elle venait d'un passé difficile. Je ne raconterai pas son histoire pour elle, mais je dirai ceci, elle avait toutes les raisons de ne pas faire confiance au monde. La nuit, je l'entendais pleurer doucement à travers les murs. Pas le genre fort et dramatique, le genre que les enfants font quand ils essaient de ne déranger personne. Je m'asseyais devant sa porte et lui chuchotais qu'elle était en sécurité maintenant, qu'elle pouvait prendre tout le temps dont elle avait besoin. Il lui a fallu des mois pour m'appeler quelque chose. Quand elle a finalement murmuré « Maman », pour la première fois, elle l'a dit comme un test. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre. J'ai juste souri en moi-même en faisant la vaisselle.
Puis je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré pendant 10 minutes d'affilée. Il a fallu plus de temps à Daniel pour gagner son affection. Au début, elle était méfiante envers lui, mais il ne l'a jamais forcée. Il se présentait juste tous les jours. Il s'asseyait par terre pendant qu'elle coloriait, la laissait l'aider à réparer des choses qui n'avaient pas vraiment besoin d'être réparées. Il tendait sa main tous les matins et la laissait décider si elle la prenait ou non. Elle l'a fait finalement. Un jour, elle s'est faufilée derrière lui alors qu'il changeait une ampoule et a dit « Fais attention, papa. » Il a laissé tomber l'ampoule. Nous avons tous les deux fait semblant que c'était un accident. Nous ne savions pas si nous pourrions la garder. C'était la partie la plus difficile. Chaque rendez-vous au tribunal était comme une apnée. Chaque appel téléphonique de son assistante sociale faisait battre mon cœur plus vite. Je voulais l'aimer pour toujours, mais j'étais terrifié par le jour où quelqu'un pourrait me l'enlever. Et puis est arrivé le jour où le juge a dit oui. Les papiers étaient faits, l'encre était sèche. L'assistante sociale nous a serrés dans ses bras et m'a appelé « Maman », comme si cela avait toujours été vrai. Célia était officiellement notre fille. Nous sommes sortis manger de la glace et elle a commandé toutes les garnitures qu'elle voulait, même les étranges qui ne s'accordaient pas. Elle a souri tout le temps. Nous n'avons jamais oublié ce qu'il a fallu pour l'avoir. Je pense que c'est pourquoi cela fait si mal de voir des gens agir comme si elle avait de la chance de nous avoir, comme si nous lui avions fait une noble faveur en l'accueillant, comme si nous étions des saints pour aimer notre propre fille. La vérité est que nous sommes les chanceux. Chaque jour, nous le savons, nous le ressentons, mais tout le monde ne le voit pas de cette façon. Et c'est là que la fissure a commencé. La première fois que c'est arrivé, je me suis dit que j'imaginais des choses. C'était chez ma sœur Gilles. Quelques mois après la finalisation de l'adoption de Célia. Toute la famille était réunie pour Thanksgiving. Dinde farcie, les commentaires passifs-agressifs habituels de ma mère sur la tarte. Les enfants couraient dans des t-shirts assortis que Gilles avait commandés en ligne. Chacun avait son nom au dos en lettres dorées. Sauf Célia, qui n'en avait pas. Elle portait un sweatshirt rose uni. Quand elle a demandé si le sien avait peut-être été perdu, Gilles a ri et a dit « Oh, je ne pensais pas que tu en voudrais un, tu sais, parce qu'elle est plus introvertie. » J'ai commencé à dire quelque chose. Puis ma mère m'a regardé avec ce regard qui dit « Ne gâche pas la journée. » Alors j'ai ravalé ma salive. Je me suis dit que ce n'était pas grave, que la prochaine fois je parlerais. Mais la prochaine fois est venue, puis une autre, et une autre. Il y avait le message de groupe concernant la réunion de famille envoyé à tout le monde sauf moi, le diaporama de Noël avec des photos de tous les neveux et nièces, y compris certains que je connaissais à peine, sauf Célia, la fête d'anniversaire, où chaque enfant a reçu un sac de friandises rempli de jouets et de bonbons, et celui de Célia avait un crayon cassé, un stylo et un bonbon emballé. Elle est plus âgée, a dit il. Les autres sont encore intéressés par ces choses. Elle avait 9 ans. Même quand Célia essayait de se connecter, elle se sentait tenue à distance. Les autres cousins formaient de petits groupes, chuchotant et riant. Célia restait juste en dehors du groupe, tenant sa tasse ou son assiette, comme si cela pouvait lui valoir une invitation. Parfois, elle me regardait de l'autre côté de la pièce et souriait comme si tout allait bien. Parfois, elle ne souriait pas du tout. Daniel et moi en avons parlé à voix basse après qu'elle se soit couchée. Au début, nous avons débattu si nous interprétions trop les choses, si c'était peut-être juste les bizarreries familiales habituelles. Mais ensuite est venue la nuit où Célia a demandé si elle n'était que de passage dans nos vies, comme si c'était peut-être un test et que nous ne le lui avions pas dit. « Que veux-tu dire ?» J'ai dit, « Je ne pense pas qu'il me considère comme de la vraie famille », a-t-elle dit. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire semblant. Daniel l'a assise ce soir-là et lui a dit quelque chose que nous aurions dû dire plus tôt. « Si jamais ils te font te sentir petite à nouveau, a-t-il dit, nous partirons. Plus de seconde chance. Nous n'avons pas besoin de leur permission pour te protéger. » Célia n'a pas pleuré, elle a juste hoché la tête. Génial. Quand la croisière a été évoquée, j'ai hésité. C'était un grand voyage. 5 jours, cabine partagée, plan de repas, activités avec les cousins. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée, mais elle était excitée. Elle ne cessait de demander si elle pouvait apporter son appareil photo, s'il y aurait de la plongée avec tuba, si les autres enfants finiraient par mieux la connaître. Ce sera différent cette fois, a-t-elle dit. Elle a fait sa valise des jours à l'avance, a choisi ses lunettes et s'est entraînée à sauter dans la piscine pour être prête.
Elle ne cessait de dire « Je pense que je vais vraiment leur plaire cette fois ». Le matin de l'excursion, nous nous sommes tous réunis pour le petit déjeuner. Il y avait 2 excursions ce jour-là, l'une tranquille et pittoresque, l'autre plus aventureuse. Célia a choisi l'aventureuse. Les autres enfants aussi. Gilles et quelques adultes aussi. Daniel et moi sommes allés avec le groupe plus tranquille. Nous avons embrassé Célia pour lui dire au revoir. Nous lui avons rappelé de mettre de la crème solaire. Nous lui avons dit de s'amuser. Elle a salué et a dit « Je le ferai ». Elle était si fière de partir sans nous, si fière d'être l'une des leurs. Et puis ils l'ont laissée. Ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de place, qu'Acher voulait y aller et qu'il était plus jeune, alors elle devrait comprendre. Ils l'ont laissée sur le quai avec sa serviette et ses lunettes et un téléphone qui se mourait. Elle a attendu 3 heures et quand nous l'avons trouvée, elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas plainte, elle m'a juste regardé et a demandé si ça comptait. Oui, ça comptait. Tout ce qu'elle avait enduré, tout ce que nous avions ignoré, tout ce que nous pensions être assez fort pour ignorer, tout est arrivé à un point juste là sur ce quai. Et quand elle a demandé, ils tiendront leur promesse, j'ai dit, oui. Sans hésitation, sans regarder autour de nous pour une option plus douce, sans être la personne la plus adulte. 3 heures plus tard, le groupe de discussion a explosé et au dîner, la famille était en panique. Nous ne sommes pas retournés au bateau, nous avons marché avec Célia jusqu'à l'hôtel juste après le quai. Nous avons réservé une chambre et n'avons rien dit dans l'ascenseur. Elle a enlevé sa serviette comme si elle était lourde. Ses bras étaient rouges à cause du soleil. Je l'ai aidé à se rincer sous la douche et je lui ai donné l'une des grandes chemises de Daniel à enfiler. Daniel a commandé 3000 chaque et 2 paniers de frites au service de chambre. Célia a bu le sien d'un trait et s'est endormie dans le lit sans même demander ce qui allait suivre. Quand elle a fermé les yeux, Daniel avait déjà annulé nos jours restants sur la croisière. Nous avons perdu l'argent, nous n'avons pas fait attention. Cette nuit-là, nous avons trouvé un dépliant dans le hall de l'hôtel pour une excursion privée de plongée avec tuba, le même genre d'excursion qu'elle avait manqué. Elle partait le lendemain matin, Daniel l'a réservée juste pour nous 3. Elle s'est réveillée en souriant quand nous le lui avons dit. Personne de la famille ne nous avait encore envoyé de messages directement, seulement des messages vagues dans le chat de groupe. Où sont-ils allés? Tout va bien? Nous les cherchions au dîner. Nous les avons ignorés. Et c'est alors que la panique a commencé. Au début, ce n'était que Gilles. Et, vous étiez censé faire les signatures pour nager avec les dauphins demain. Quelqu'un peut-il expliquer ce qui se passe? Où est Lorraine? Puis ma mère est intervenue. Nous avions tout planifié si soigneusement. Cela met beaucoup de pression sur Gilles. Quelqu'un peut-il les appeler? Puis le silence, comme s'il réalisait quelque chose. Daniel et moi étions assis au bord du lit d'hôtel en regardant Célia tremper des biscuits dans son lait quand son téléphone s'est allumé avec 12 appels manqués en 10 minutes. Ma mère, ma sœur, ma tante, puis ma mère à nouveau. Puis les cousins ont commencé à intervenir. Attendez, Lorraine et Daniel sont vraiment partis? Sérieusement, qu'en est-il de la plongée avec tuba en groupe jeudi? Nous avions besoin de vos signatures. Puis l'un des parents a lâché cette bombe. Les gars, les enfants ne peuvent pas aller au parc aquatique sans 2 accompagnateurs de plus. Nous ne pouvons littéralement pas y aller. C'est alors que le chat de groupe a commencé à s'effondrer en temps réel. Qui garde les jeunes enfants maintenant? Que faisons-nous avec le remboursement de la réservation de groupe? Mes enfants pleurent parce qu'ils attendaient cela toute l'année. Le dernier venait de Gilles. Vous avez gâché tout ce voyage. C'est celui qui a fait rire Daniel, le rire grave, celui qui ne se produit que lorsque quelqu'un prouve enfin votre point de vue. Nous n'avons pas répondu. Le lendemain matin, nous avons vu des photos floues du chat de groupe de la croisière. La moitié des enfants debout en vêtements de ville, l'air confus, devant la bannière de la tyrolienne, n'étant pas autorisés à entrer. Apparemment, un message d'un membre du personnel avait clairement indiqué « Trop d'enfants, pas assez d'adultes ». Les règles sont les règles. Gilles a essayé de négocier. Le personnel n'a pas cédé. Ce n'est pas sûr, ont-ils dit. Nous ne pouvons pas les laisser entrer sans remboursement. À midi, ils nous envoyaient des messages encore et encore. Nous ne plaisantons plus. Vous nous devez. Au moins, payez pour l'excursion que vous avez abandonnée. Les gens sont furieux. Nous n'avons pas répondu. Daniel a mis son téléphone en mode avion.
Célia a demandé si nous pouvions aller chercher de la glace plus tard. Cette nuit-là, nous avons reçu un message silencieux de Mélissa, la femme de mon cousin. Elle a dit, j'ai vu ce qui s'est passé. Je ne connais pas toute l'histoire, mais ça ne m'a pas semblé juste. C'était le premier moment où j'ai réalisé que nous n'étions pas les seuls. Nous n'avons rien posté, nous n'avons pas expliqué ni défendu, mais le silence autour de l'histoire ne tenait pas. Je pouvais le sentir. Les gens posaient des questions à voix basse, se demandant ce qui s'était réellement passé. Pourtant, Gilles était déjà en train de déformer la vérité. Elle avait l'avantage et elle le savait. Quand la croisière s'est terminée, nous pouvions sentir la tension monter, mais nous ne savions pas encore jusqu'où cela irait. 3 jours après la fin de la croisière, Gilles nous a envoyé un long email avec pour objet « Ce que vous avez fait à cette famille ». Cela se lisait comme une lettre de rupture et un relevé de compte. Elle a fait une dépression nerveuse, a-t-elle dit. Nous avions gâché les vacances de tout le monde. Notre action avait entraîné l'annulation des excursions. Nous étions financièrement responsables de la perturbation et nous devions faire ce qu'il fallait en remboursant le groupe. Elle a même inclus une feuille de calcul. Il y avait des postes pour nager avec les dauphins, le dîner de groupe annulé, un forfait parc d'aventure d'une journée complète qu'elle prétendait n'exister que parce que nous avions accepté de tous contribuer. Il y avait une section appelée « Coût émotionnel » et j'aurais aimé qu'elle plaisante. Nos parents l'ont soutenue. Ma mère m'a envoyé un message tard cette nuit-là. Ça va trop loin. Payez simplement votre part et laissez tomber. Puis, 2 minutes plus tard, faites-le pour les enfants. Ah oui, les enfants que nous avons abandonnés en protégeant notre fille. Nous n'avons pas répondu. Pas encore. Puis est venue la ronde publique. Gilles a commencé à envoyer des messages à notre famille élargie, pas seulement aux personnes de la croisière, à tout le monde. Elle a posté dans le grand chat de groupe familial à quel point elle était dévastée. Elle a dit qu'elle était choquée par notre comportement. Elle a affirmé que nous avions abandonné la croisière à cause d'une erreur mineure de places assises et que nous refusions de communiquer en adulte. Elle a dit que nous l'avions embarrassée devant ses enfants. Elle a terminé par « Certaines personnes préfèrent détruire leur famille plutôt que d'admettre qu'elles ont réagi de manière excessive. » Je n'ai pas dit un mot, Daniel non plus. Pendant une journée entière, j'ai eu l'impression que nous avions peut-être mal calculé. Personne ne se précipitait pour nous défendre. Certains parents ont quitté le chat en silence. D'autres ont posté des messages vagues comme « La famille est compliquée » ou « Ne nous battons pas ». Célia a aussi remarqué le silence. Elle n'a rien dit, mais je l'ai vu vérifier mon téléphone 1 ou 2 fois comme si elle voyait le monde s'incliner au ralenti. Puis Daniel a répondu. Pas dans le chat de groupe. Juste un message, une réponse à Gilles copiée à tout ce qu'elle avait inclus. Il a dit, nous avons payé pour chaque activité que nous avons utilisée et pour beaucoup que nous n'avons pas utilisées, y compris celle qui a été refusée à notre fille après qu'elle l'ait planifiée pendant des semaines. Nous sommes partis parce que vous avez de nouveau clairement montré que vous ne vous souciez pas d'elle. Si cela a gâché votre voyage, ce n'est pas de notre faute, c'est le coup de vos choix. Pas d'émoji, pas de salutation, juste ça. Nous pensions que ce serait la fin. Au lieu de cela, ce fut le début. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message de Mélissa, la femme de mon cousin. Elle était restée silencieuse jusqu'à présent. Elle a dit, je voulais te le dire en privé. J'ai vu ce qui s'est passé ce matin-là, Célia debout seule, Asher courant devant en criant qu'il avait pris sa place. Je me suis senti malade. Je suis désolé de n'avoir rien dit à ce moment-là. Puis un autre message est arrivé de Rachel, l'une des autres mères. Ma fille m'a demandé pourquoi Célia n'était pas autorisée à venir. Elle a dit que Gilles leur avait dit que Célia n'était pas vraiment une cousine. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que ça durait depuis si longtemps. À partir de là, un déluge s'est déchaîné. Les gens ont commencé à parler d'abord doucement, puis plus fort. Quelqu'un a partagé qu'il avait entendu Gilles plaisanter une fois au dîner en disant que Célia était la fille supplémentaire de Daniel. Une autre personne a dit qu'elle avait remarqué comment Célia était toujours exclue des photos de groupe, comment elle n'avait jamais de carte nominative, comment ses cadeaux étaient toujours des choses génériques de dernière minute prises à l'aéroport. Et puis Nora, la nièce de Gilles, a parlé. Elle a posté dans le chat de groupe pour que tout le monde le voie. Nous savons tous que ce n'était pas un événement unique. Vous avez traité Célia comme si elle n'était pas l'une des nôtres depuis le premier jour. Je ne fais plus semblant. Cela a complètement ouvert la voie.
Pour le week-end, la famille était divisée en deux. Certains sont restés avec Gilles et mes parents. Ils ont affirmé que tout était exagéré, que nous étions trop sensibles, que les enfants ne remarquent pas ces choses. D'autres, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, ont envoyé des messages disant qu'ils étaient fiers de nous, qu'ils regrettaient de ne pas avoir parlé plus tôt, qu'ils étaient heureux que quelqu'un l'ait enfin fait. Célia a reçu des SMS de certains des cousins avec qui elle n'avait jamais été proche. Ceux qui ont dit « Je suis désolé ». Ceux qui ont dit « Tu me manques ». Ceux qui ont dit « J'aimerais vraiment qu'on traîne ensemble un jour ». Si tout va bien, nous avons complètement cessé de répondre à Gilles et à mes parents. Nous les avons bloqués quelques jours après que ma mère ait envoyé un dernier message disant « Vous déchirez cette famille pour un simple sentiment blessé ». Célia l'a lu par-dessus mon épaule. Elle n'a rien dit, elle s'est juste levée et est allée dans sa chambre. Le lendemain matin, Daniel et moi nous sommes assis à la table de la cuisine avec elle et lui avons demandé si elle voulait inviter quelqu'un pour l'été. « Je peux choisir » a-t-elle dit. Nous avons dit oui. Elle a souri, a nommé 4 cousins, toutes des personnes qui avaient tendu la main. Nous avons créé un chat de groupe, avons commencé à planifier un week-end, juste nous, et cela a fait du bien, calme, simple, comme un nouveau départ. Nous n'avons pas obtenu justice, mais nous avons obtenu de la clarté. Nous n'avons pas obtenu de vengeance, mais nous avons obtenu la paix. Célia a cessé de rôder au bord des pièces. Elle a cessé de vérifier son téléphone pour l'approbation qui ne venait pas. Elle a cessé de demander si les gens oubliaient son nom. Maintenant, elle marche différemment, plus droite, plus fière, comme si elle savait qu'elle a sa place. Parce que nous avons créé un monde où cela est vrai, non par la force, mais en disant enfin, ça suffit, et en le pensant. 5 ans se sont écoulés. Célia a eu 16 ans la semaine dernière. Elle a passé la journée à la plage avec 3 de ses cousines. Oui, ses cousines, celles qui sont restées, celles qui ont vu à travers le bruit et ont choisi la gentillesse. Elles ont apporté des petits gâteaux, non par culpabilité, mais parce qu'elles le voulaient. L'une d'elles lui a donné un livre avec une note manuscrite à l'intérieur. Elle l'a lu 2 fois. Elle se souvient encore de cette croisière, pas du bateau ni des excursions, mais du quai, de la chaleur, de la serviette qu'elle ne voulait pas lâcher. Elle se souvient de ce que ça faisait d'être abandonnée, mais plus que ça, elle se souvient de ce qui s'est passé après. Elle se souvient de ce que cela signifiait quand nous l'avons choisi, et moi aussi. Nous avons perdu beaucoup de monde ce jour-là, mais nous ne nous sommes pas perdus nous-mêmes. Pourtant, parfois, je me demande, sommes-nous allés trop loin ou avons-nous simplement cessé de nous rabaisser ?